Donc avec cet instrument, on est donc au début du XXe siècle en France et on est juste après une grande révolution du système de clétage de la flûte, une invention d'un Allemand qui s'appelait Böhm, qui en 1847 décide d'essayer un système avec des clés sur l'instrument. Donc on n'est plus dans un système basique de tube avec juste 6 trous pour les doigts principaux, mais on est dans un système de tringles. Et une clé peut en commander plusieurs, même parfois à l'opposé de l'instrument. Donc avec ce système, on gagne en virtuosité énormément et aussi en stabilité d'intonation de l'instrument en général. Donc l'histoire de la flûte française, elle est aussi marquée, en plus de l'arrivée du système Böhm, par un changement de la perce de l'instrument qui n'est plus conique, c'est-à-dire resserré vers le bout, mais qui devient cylindrique. Donc là, on a un instrument cylindrique de système Böhm. Juste avant cette flûte-là, il y a déjà eu des essais de tringles avec des clés qu'on appelle à anneaux, qui quand même recouvrent le trou. Donc l'instrumentiste doit, avec le gras du doigt, recouvrir vraiment totalement l'anneau pour être sûr d'assurer l'étanchéité du trou qui est recouvert. On est dans un système un peu hybride, un bricolage, et c'est des flûtes qui sont pas si faciles à jouer. Donc je pense que quand cet instrument est arrivé, en plus il est en métal, donc il y a eu aussi beaucoup d'hybridation entre le bois et le métal. Comme dans tout progrès, il y avait des défenseurs ardents de la nouveauté et il y avait aussi des personnes qui disaient c'était mieux avant. Donc dans les orchestres, il y a eu beaucoup de débats et même des pupitres mixtes, des gens qui continuaient à jouer sur le bois, des gens qui continuaient à jouer sur le métal. Mais cette flûte a fini par s'imposer et d'ailleurs elle ressemble en fait énormément à la flûte moderne que les instrumentistes jouent aujourd'hui, la flûte qu'on peut acheter dans les magasins. À ceci près que donc celle-ci, c'est une flûte qui a été fabriquée à Paris. Paris, c'était vraiment une plaque tournante de la lutherie chez les bois pour les instruments avant. Particulièrement pour les flûtes, il y a plein de facteurs qui se sont établis à Paris. Là, on est vraiment au tout début des années 1900. Cette flûte-ci, elle date de 1908. Ses caractéristiques principales, je dirais que c'est une finesse de son, une transparence, et une facilité d'articulation et de phraser. Avec cette flûte, on peut faire de la dentelle. On peut jouer de la musique française qui, à cette époque-là, est dans cette recherche de transparence et d'extrême acuité, d'extrême prononciation. Donc c'est une période, l'impressionnisme, où les compositeurs français s'emparent vraiment de la flûte en tant qu'instrument soliste de l'orchestre. Donc que ce soit Debussy, Ravel ou Stravinsky dans ses ballets, la flûte devient vraiment un personnage central. Tous les compositeurs écrivent soit des immenses solos, soit en tout cas des grandes prises de parole qui explorent tout le panel de l'instrument. On n'utilise plus forcément seulement la flûte pour un grand chant, comme bien sûr ça arrive, mais on va aussi chercher dans la tessiture. La flûte peut avoir un solo dans le grave. La flûte a cette connotation quand même peut-être aérienne et mythologique. Et donc par exemple, les 2 plus grandes pages, je dirais, de cette époque-là, c'est probablement le grand solo de Daphnis et Chloé de Ravel, vers la fin de l'œuvre. Là, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'encore assez rare à l'époque. L'orchestre s'évanouit quasiment, les cordes forment un tapis et la flûte s'envole dans un grand solo extrêmement lyrique, très expressif et qui n'est pas une seule phrase, quoi. C'est assez rare de pouvoir développer comme ça une grande idée, une grande parabole. Et ensuite, en plus, à la fin du solo, c'est pas vraiment fini puisqu'il y a les autres flûtes qui rentrent et il y a un espèce de dialogue complètement enjoué qui se termine dans une grande euphorie et qui lance vraiment la fin de l'œuvre, en fait. Donc ça, c'est vraiment un très bel hommage à ces instruments de l'époque. Et sinon, bien sûr, il y a le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Donc là, c'est carrément la flûte qui ouvre l'œuvre, toute seule. Ça aussi, c'est quand même assez... Il y a l'exemple du Sacre du printemps au basson, hein, c'est un peu le même genre. Et Debussy a l'idée assez géniale de commencer sur un do dièse. Et le do dièse à la flûte, c'est une note qui ne nécessite aucun doigt. C'est la note qui sort si on souffle dedans.
Ou même, on peut dire, si le vent passe sur le biseau, comme ça peut arriver parfois quand on a une flûte dans les mains et qu'il y a un peu de vent, et ben ça fait un do dièse. Donc cette idée que oui, la nature propre de la flûte, voilà, comme ça surgirait. Donc c'est aussi évidemment un tolo magnifique, très rattaché à la mythologie, parce que la flûte c'est quand même un des instruments les plus anciens et qui est très utilisé dans la mythologie. Souvent les faunes jouent de la flûte.